coup, oui, c'est le soir. Bienvenue sur cette petite présentation qui va être beaucoup plus modeste que celle que j'ai pu faire dans le passé et que celle que je ferai dans l'avenir. Et ça va se concentrer sur un sujet beaucoup plus terre à terre que les philosophes et les Athéniens. C'est l'environnement, donc l'économie de montagne. Euh, et je vais essayer de démontrer, ou en tout cas d'expliquer pourquoi la montagne, enfin l'environnement montagnard, surtout en France, serait un socle incroyable pour le début d'une réforme sociétale. Donc, déjà, il faut savoir quelle image on a aujourd'hui de la montagne. Presque de tout temps, la montagne a toujours été un environnement stérile, et vu comme stérile et hostile de l'extérieur. Et c'est vraiment une vision de ce monde qui traverse les âges. Mais cette montagne, elle a été domptée par les hommes, elle a été exploitée par les hommes. Et donc, aujourd'hui, la vision moderne qu'on a de la montagne, c'est une vision assez touristique. La montagne, c'est l'antonyme de la vie citadine, l'activité industrielle. On travaille à la ville et on s'amuse à la montagne. À la montagne, il y a la nature. Là, on peut faire le ski et toutes les activités randonnées, etc. Donc, c'est un lieu qui est presque hors du temps et qui est presque qui sert, pardon, les activités de loisirs et de nature. Et donc, ça pose le problème que dans la tête des gens, la montagne, c'est pas du tout un lieu de production, un lieu de vie, c'est au contraire presque un lieu mort. Avant de détruire cette idée, il faut qu'on sache tous ce qu'est une montagne. Alors, selon une définition de 1961, donc une définition officielle hein, en France, la zone de montagne, c'est une zone qui a plus de 600 mètres d'altitude, qui a une certaine, une certaine pente, un habitat dispersé, et c'est tout. Donc, les montagnes telles que les montagnes, les chaînes de montagnes principales, on a les Pyrénées, les Vosges, les Jura, les Alpes, etc. En France. Il y a aussi une définition sociologique. La montagne est définie par les habitants qui habitent. Les habitants de montagne, contrairement aux autres environnements, sont très différenciés. C'est-à-dire que, de par l'environnement, ce que nous allons voir, ils vont avoir un caractère, ils vont avoir des aptitudes, ils vont avoir une organisation sociale, ce sur quoi je vais m'arrêter aujourd'hui, qui va les distinguer des gens de plaine et qui va donc définir de la même occasion la montagne. Et enfin, c'est un lieu aussi religieux. Parce que la montagne, c'est le lieu de la théophanie, donc de l'apparition de Dieu. Dieu est apparu à Moïse sur le mont Sinaï. C'est un symbole de la toute-puissance divine et c'est aussi un symbole de la suprématie des forces de la nature sur l'homme qu'il doit surmonter et qu'il doit comprendre afin de comprendre la toute-puissance divine. Et donc c'est un lieu chargé de mystère, de vénérabilité et est une source spirituelle très importante. C'est pour ça que la majorité des monastères, que ce soit dans le monde chrétien ou des confréries dans le monde musulman ou d'autres systèmes qui peuvent exister, s'installent souvent dans des montagnes. Donc, là, je vous ai donné une définition sous trois aspects, religieux, social et géographique de la montagne. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser sur l'économie et la gestion, en fait, économique et sociale, plutôt, de la montagne méditerranéenne, je précise, dans son aspect traditionnel. Donc, avant la fin du 19e siècle, voire la fin du 20e siècle, la moitié du 20e siècle. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi la montagne, si on veut reconstruire la société pour qu'elle puisse accueillir un roi de droit divin, pourquoi la montagne est un dans des environnements propices à l'installation et à l'élaboration de ce renouveau social. Donc, je vais d'abord m'attarder sur le type d'économie qu'on peut trouver en montagne. Donc, les problématiques qui sont liées donc à la pauvreté des sols, etc. Et qu'est-ce qu'on y produit, qu'est-ce qui s'y fait. Ensuite, je vais vous expliquer les structures économiques et sociales des montagnes, en m'appuyant donc sur les montagnes du Jura, du Haut-Jura avec Morez, de la Kabylie, parce que je connais un peu plus cet exemple que les autres montagnes, mais aussi en m'appuyant sur l'exemple des Bauges. Et enfin, je vais expliquer quelles sont les conséquences de cette structure sociale et économique sur la vision qu'on a de la société et du monde, et quelles valeurs cette structure montagnarde porte en elle. Donc, premièrement, le type d'économie. Il faut faire un constat très rapide. La zone de montagne, c'est pauvre. Il y a une pauvreté des sols. Souvent, les sols sont peu fertiles. Un dénivelé qui permet pas beaucoup de terres cultivables en nombre. Dans des montagnes, des fois, il y a que 10% de terres arables. Et cependant, il faut bien de la terre pour nourrir les gens.
Les sols sont parfois impropres à quelques formes de plantations comestibles que ce soit. Les dénivelés sont très dangereux et surtout, dans la plupart des montagnes méditerranéennes, en tout cas dans tous les exemples que je cite, la neige isole les populations montagnardes pendant entre 3 et 5 mois. Et justement, c'est cette pauvreté apparente et cette isolation qui va créer un certain type d'économie. Premièrement, la pauvreté des sols va forcer les populations à pratiquer une agriculture spécialisée, très performante, optimisée. Le peu de terre, il faut le partager. Ensuite, il va y avoir donc le développement de la transhumance, de l'élevage notamment de moutons, de brebis de vaches, etc., de chèvres, pour produire de la laine, du fromage, du lait et tous les produits dérivés. Ensuite, la, la neige qui apparaît entre 3 mois et qui isole durant 3 à 6 mois, va faire en sorte que ces populations vont vivre pendant au moins presque la moitié de l'année en autarcie. Et cette autarcie va faire qu'ils vont devoir s'adapter d'un point de vue très local, c'est-à-dire la communauté villageoise, et d'un point de vue montagnard, donc le réseau de communes qui peut exister dans la montagne. Et donc cette isolation forcée en fait par les hivers longs et rigoureux va permettre le développement d'un artisanat du bois, par exemple. Pendant qu'il neige, en fait, le bois qu'on a récupéré avant, on l'utilise, on l'exploite, etc. Ça va aussi permettre une maîtrise de certains arts, puisqu'en fait, cette autarcie va forcer les populations à faire des choses à la maison et à pas faire d'agriculture. Et c'est à cause de ça, notamment, selon en tout cas excusez-moi, je retrouve le nom de l'auteur, selon Jean-Marc Olivier, donc un historien qui a travaillé sur l'industrialisation montagnarde jurassienne. Ça va leur permettre d'avoir du temps libre pour produire de l'art du fer, notamment donc l'horlogerie, la coutellerie, etc. Et enfin, donc, de cette pauvreté apparente naît une ingéniosité. Parce qu'il faut savoir que avant la fin du XXe siècle, donc avant les mouvances urbaines, périurbaines, etc., donc qui vont faire que les gens vont partir des zones rurales pour aller en ville, les montagnes sont très densément peuplées, étrangement. Il y a une main-d'œuvre abondante pour une pauvreté de terre. Ce qui fait qu'on peut on peut employer beaucoup d'hommes dans beaucoup d'artisanats différents. C'est pour ça qu'il va y avoir un panel d'artisanats dans les montagnes qui va se constituer donc de l'artisanat du fer, comme je l'ai dit, la métallurgie, du bois, de la poterie, etc. Et cet artisanat va être incroyablement stable et résistant, étant donné qu'il a survécu dans des milieux très hostiles. Donc l'hostilité du milieu lui permet une résistance incroyable. Par exemple, donc toujours le même historien, ce même historien nous cite Daniel Jean Richard, qui implante l'horlogerie, l'artisanat de l'horlogerie à Neuchâtel, du côté français, dans le Jura français. Cet horloger de talent, de renom d'ailleurs, qui est très connu dans le milieu, vient d'un petit hameau, donc de la Sagne, et son entreprise ne connaît pas les crises que connaissent toutes les autres entreprises dans tous les autres secteurs en 1830, puis en 1871, parce qu'ils sont très indépendants d'une nécessité d'avoir par exemple une ville, une usine, etc., et qu'ils utilisent des techniques qui sont très anciennes. L'autarcie a permis le développement de techniques très anciennes, très bien rodées, très connu de tous. Les villageois habitants, paysans, sont en fait des artisans très qualifiés depuis la naissance. Et donc, cet environnement, je résume un peu cette partie, donc un environnement cloisonnant qui nécessite une adaptation particulière et une extrême coopération, qui permet donc une constitution d'un groupe d'artisans et qui permet la polyvalence des habitants des régions montagneuses, c'est-à-dire qu'ils sont paysans, ils sont bergers, mais aussi à la maison, ils font, ils façonnent des objets, ils les transforment et ils sont obligés de les transformer énormément, donc de faire un artisanat vraiment très poussé pour pouvoir les vendre déjà entre eux et ensuite à l'extérieur. Et donc, cette espèce d'autarcie va aussi influer sur la structure économique et sociale. Déjà, premièrement, on observe jusqu'à la fin du XXe siècle, selon certains historiens, voire presque plus en avant pour d'autres, une absence de polarisation et un réseau de villages coopérants. Je m'explique. La polarisation, c'est un phénomène qui vise à centraliser les activités en un endroit géographique précis. C'est le principe de la ville. Et cette polarisation construit un réseau en étoile. Par exemple, Paris est un mégapôle, c'est un
un aimant presque à activité qui polarise toutes les activités. Et dans les réseaux montagneux, on ne peut pas avoir de place de ville, pardon, qui tiennent le rôle de pôle d'activité, de par la géographie et de par d'autres événements, situations, contextes et cetera que je vais un peu plus détailler ensuite. Et donc le constat qu'on fait, c'est que la majorité, des réseaux montagneux sont des réseaux de petits hameaux, de petits villages ou de très petites villes, qui, fonctionnent donc en, mailles. Un système de mailles comme d'ailleurs dans les bocages, dans d'autres régions hors montagne, mais un système maillé. Ce système, maillé, en fait, il va faire en sorte que la ville ne va pas avoir le rôle qu'elle a dans la plaine. Dans la plaine, comme à Paris par exemple, la campagne sert la ville. Là, c'est l'inverse. La ville sert la campagne. En fait, la ville va être un tremplin pour les activités marchandes. C'est-à-dire que ça va être le lieu de réunion occasionnel, journalier, hebdomadaire, régulier ou irrégulier, des activités des différents paysans artisans qui vont vendre leurs produits sur ces places-là, qui vont les centraliser, les vendre. C'est le fameux souk qu'on peut trouver dans les pays musulmans, la place du marché dans les pays occidentaux. Et cela fait que il y avoir d'une part donc des villes au service de la campagne et une spécialisation des aires territoriales. C'est-à-dire que chaque région, chaque zone, comme elle fonctionne pas en pôle, donc en espèce d'étoile, mais qu'elle fonctionne en réseau maillé, va se spécialiser dans un domaine assez précis. Par exemple, l'historien Monsieur Guérin, dans Population et économie dans une moyenne montagne, donc avec l'exemple des Bauges, nous cite une spécialisation quand même assez poussée, puisque dans les villages de Gruffier et de Cusy, on a une spécialisation dans la boulangerie, et ces boulangers desservent tout le bassin de l'Écherenne. Ou alors, par exemple, dans le village de Saint-Pierre-d'Albigny, on est spécialisé dans la vigne, dans d'autres villages, on est spécialisé dans la patate ou dans l'élevage. Et donc cette spécialité va permettre une interdépendance. En fait, tout le monde a besoin de tout le monde. Et aussi va permettre quelque chose que je vais soutenir donc avec un autre exemple, l'étude de Monsieur Douman, ou Madame Douman, je ne sais plus, sur l'économie ancienne ou traditionnelle en Kabylie. C'est la très forte mobilité interne de ces zones de montagne. En effet, toutes les régions sont spécialisées dans un domaine précis ou dans plusieurs domaines. Et en fait, comme il n'y a pas de centralisation, donc de polarisation, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de place industrielle, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas une usine, en fait, tout simplement. Et donc, le produit se balade entre les différentes places villageoises qui produisent quelque chose. Par exemple, dans une seule confédération, donc un réseau de tribus kabyles qui comportait 80 000 habitants, lorsque la France donc, a colonisé l'endroit, elle donnait des autorisations de circulation aux colporteurs, donc les colporteurs qui transportent diverses marchandises. Et pour 80 000 habitants, elle donne 10 000 autorisations. Donc, c'est-à-dire 12,5% de la population de cette confédération sont des colporteurs. Et encore, ce sont des autorisations, c'est-à-dire qu'ils ont sûrement dû refuser une bonne part à certains habitants, et on peut exprimer ce chiffre à plus de 15%. Ce qui veut dire qu'il y a au moins 15% de la population qui transporte, qui fait que du transportage d'outils, de transportage de produits qui vont être façonnés à différents endroits, qui vont être retransformés, qui vont être remodifiés, etc. Avec donc une surcouche des modifications. C'est-à-dire qu'on n'utilise quasiment jamais une matière première. Elle est déjà transformée par un autre village. Et du coup, ce réseau va permettre une interdépendance et une coopération très très forte. Les villages sont nécessaires aux autres et vice-versa. Il y a une relation de nécessité équivalente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pôle dont dépendent tous les autres villages et que ce pôle va utiliser les autres villages. Et que si le pôle tombe, tous les villages tombent. Non, c'est que tous les villages sont dépendants entre eux. Et enfin, il faut le noter, il y a une utilisation, donc un aménagement, donc là je vais parler un peu encore plus précisément, un aménagement d'une forme artisanale qu'on peut appeler proto-industrielle, qui se fait dans les fermes-ateliers. C'est-à-dire que les fermes vont être utilisées comme des ateliers, et aussi il va y avoir l'installation de places industrielles le long des rivières, en fait, et c'est donc les moulins, puisque les dénivelés font que l'énergie hydraulique est très importante et très présente, et que cette énergie hydraulique très présente est assez rentable en termes énergétiques, et donc on va construire des moulins à eau, tout simplement, pour vous rappeler,
pour votre culture d'ailleurs, les moulins à eau sont l'énergie hydraulique en tout cas, est l'énergie la plus utilisée durant tout le 19e siècle, bien devant le charbon. Pour vous donner un ordre d'idée, et surtout dans les montagnes jusqu'au milieu du XXe siècle, ce n'est pas une énergie de pauvres, de cassos ou je ne sais quoi, de sous-développés. Au contraire, c'est une énergie très facile à exploiter et qui est constante puisque les dénivelés permettent un débit assez constant. Et par exemple, je vais encore une fois prendre l'exemple Kabyle parce que c'est celui-là où on a le plus de chiffres. Dans un cercle donc administratif, de la taille d'une dizaine de villages, il y avait plus de 600 moulins. Dans un autre, dans une petite confédération de moins de 80 000 habitants, il y avait plus de 200 moulins. Donc des moulins à eau qui servent le rivage et qui peuvent en fait permettre plein d'artisanats. En fait, il y a une pluralité. Il n'y a pas un mono-artisanat, il y en a plein qui servent entre eux. Donc, on a une structure économique et sociale qui est en maillage, qui utilise les cours d'eau pour se développer, qui se développe non pas dans des usines, mais dans des fermes, ateliers ou dans des moulins à eau, et qui utilise la coopération des différents villages pour permettre de produire des produits qui sont réputés pour leur qualité depuis au moins le XVIIe siècle d'ailleurs. Et ce réseau, il nécessite un commerce extrêmement florissant. Sans commerce, aucun de ces produits ne peut se vendre. Ces produits-là, ils sont produits en trop grand nombre pour être juste utilisés par les habitants. Le système est trop efficace pour qu'ils ne produisent pas assez et qu'ils produisent juste pour eux. Il y a toujours un surplus. Il y a souvent un surplus, même dans les temps de crise que la France a pu connaître ou les régions méditerranéennes ont pu connaître, comme en 1830, on observe un surplus. On observe d'ailleurs une augmentation de la production de fer dans le Jura et donc de la transformation de fer, alors que le textile recule dans d'autres régions, par exemple. Vous voyez, je vais essayer de vous retrouver ça à la fin si voilà, exact, je l'ai retrouvé. Les emplois industriels, par exemple, du textile, ils déclinent de 30,9% à 14,3% dans toutes les autres régions, alors que le secteur métallurgique de montagne, il passe de 10,2% des emplois à 15,3%. Il connaît exactement la pente inverse. Et donc, il est nécessaire, et donc il y a toujours un surplus, et donc il est nécessaire de faire un commerce interne déjà, qui utilise donc tous les colporteurs, et un commerce qui se fait à l'international, enfin en dehors des montagnes, qui utilisent donc ces places villageoises, qui sont appelées des villes, mais qui sont en fait des tremplins au commerce à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les populations montagnardes sont paradoxalement les populations les plus mobiles. On observe énormément de montagnards qui montent très loin, des gens qui habitent dans le Jura, qui montent à Lyon, qui montent même à Paris, en plein 19e siècle. Rappelez-vous, c'est pas facile de naviguer, enfin de se déplacer au 19e siècle, et qui vont rester 1, 2 ans, vendre, utiliser leur talent pour amener de l'argent au pays et qui vont revenir en fait. Ils vont partir sur des temps très longs, très loin, ils vont revenir avec de l'argent, avec des nouveaux produits et en ayant vendu des nouveaux produits. Et donc il y a une espèce de mobilité qui peut parfois dépasser les 300 km de déplacement. Et à l'intérieur, tout bouge aussi. Les colporteurs ont un rôle et une importance vitale en fait pour ces villages qui sont dépendants d'un réseau performant. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, qui est un peu touffu, on a le développement d'une structure économique sociale en maillage qui utilise donc les fermes ateliers, comme je l'ai dit, pour se développer, qui n'utilise pas d'usine, qui ne polarise pas autour d'une seule ville, qui utilise la ville comme un tremplin vers l'extérieur, vers national, rang national, voire international, toujours selon pardon, l'historien Jean-Marc Olivier, et qui donc utilisent, qui n'ont pas d'élite citadine, pas marchands qui font juste du marchandage, puisque les paysans vendent eux-mêmes leur production, et la ville, en fait, est une projection qui sert uniquement marchande et n'est pas une espèce de pôle qui aimante les activités et qui, en fait, enclave certaines régions. C'est-à-dire que dans la montagne, tout est désenclavé, fonctionne en réseau et tout profite de tout, en fait. Voilà. Et donc, cette structure économique sociale qui se développe depuis des siècles et des siècles, hein, je vous parle de transformations très longues, même si je ne cite que des articles de la fin du 19e siècle,
Cette structure, elle a des conséquences sur la manière de penser la société, montagnarde et aussi sur les valeurs qu'elle porte. Déjà, une société, montagnarde, c'est une société qui vit d'une autonomie et à la fois d'une dépendance. C'est-à-dire que les villages peuvent survivre tout seuls, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de l'aval d'une grande ville. En fait, ce n'est pas l'Île-de-France où, à Paris, où aucune commune ne peut faire quoi que ce soit sans l'aval du conseil régional de Paris. Et donc, ils sont en autonomie et à la fois, ils profitent d'un réseau qui leur est vital, étant donné qu'ils sont obligés d'importer des produits, qu'ils sont obligés de vendre des produits parce qu'ils ont toujours du surplus et ils ont toujours des besoins. Je tiens à replacer aussi une chose, je parle des montagnes à la fin du 19e siècle, grand maximum. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, les montagnes connaissent d'autres dynamiques malheureuses, fâcheuses, elles se dépeuplent, alors que, à l'inverse, au 19e siècle, les montagnes étaient très densément peuplées. Ça dépend des régions, bien évidemment, mais en tout cas, je parle du cas du Jura, du cas de l'Atlas et des monts Bimont, par exemple, qui connaissaient de fortes densités, ou aussi le cas des Vosges. Ensuite, l'économie qui est développée, c'est à la fois une économie à portée humaine, c'est-à-dire que ce sont les producteurs qui vendent, les producteurs, il n'y a pas d'intermédiaire, commerçant génois ou je ne sais quoi, qui est une économie stable, étant donné que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, elle n'a pas subi les affres des crises économiques qui étaient très fortes à l'époque, hein, de 1830 et après la guerre franco-prussienne de 1871. Et enfin, qui permet un commerce très important, contrairement à tout ce qu'on a pu dire sur les communautés villageoises. Parce qu'il ne faut pas oublier que les artisans, certes, à l'échelle très locale, ils produisent pas beaucoup, mais ils peuvent se mettre en corporation. Ils sont obligés de se mettre en corporation pour pouvoir survivre, pour pouvoir coopérer, pour pouvoir stabiliser leur statut. Donc la corporation apparaît dans la montagne comme un système obligé si on y vit toute l'année, en fait. Pas comme donc des touristes qui iraient en villégiature. Si on y vit toute l'année sans activité touristique, on est obligé de développer des activités corporatives. Et donc, c'est ce que nous rappelle Madame Durand, qui est donc une géographe dans Montagne et artisanat, d'une notion culturelle à une définition socio-économique. Elle nous dit que le mode de production montagnard est à petite échelle, l'artisan possède son outil, mais il y a une extrême survivance de cette économie en cas de crise et qu'il y a une possibilité corporative qui permet de projeter la production économique, l'économie, vers des stades inimaginables comme le rang national ou international. Et meilleur exemple encore aujourd'hui, les couteaux suisses, la coutellerie est un des meilleurs exemples. Des couteaux qui sont produits au fin fond des Alpes, par exemple, sont vendus dans le monde entier, sont achetés par des Américains, des Chinois, etc. Donc même encore aujourd'hui, on connaît de moins en moins ces dynamiques, il y a encore des traces de cela. Ensuite, ça permet de créer un individu responsable. En effet, la paysannerie est très forte en montagne, étant donné qu'elle est le maillon principal et qu'il n'y a pas de marchands intermédiaires. La classe bourgeoise n'existe pas, il n'y a pas de bourg, tout simplement. Ou alors ce sont des forteresses. Il y en a très peu, on a très peu d'exemples de cela, mais il y a quelques contre-exemples, notamment en moyenne montagne, mais dans les exemples en tout cas que j'ai étudiés, il n'y a pas d'exemple de ça. Et je vais donc citer Jean-Marc Olivier, encore une fois, qui m'a beaucoup aidé, dans l'industrialisation rurale douce, un modèle montagnard, et il dit ceci. Enfin, les formes originales de commercialisation contredisent également le schéma classique qui décrit une emprise citadine. Donc ce que je vous expliquais avec un pôle qui vend, etc. Et la ville utilise la campagne comme à Paris, par exemple. Ici, l'exportation n'échappe pas aux petits producteurs de la montagne qui savent se transformer en paysans rouliers. On se met donc très rarement on se remet donc très rarement aux grands négociants genevois, lyonnais ou parisiens. Et là, ça casse complètement le mythe du petit paysan qu'on essaye de nous vendre, qui est débile, je ne sais pas vendre mes outils, j'ai obligé d'utiliser un businessman, un marchand, et ça depuis tous les temps, parce que regardez, au Moyen-Âge, je sais pas, il y avait la guilde des marchands, elle permettait de revendre les produits des paysans. C'est faux. Les paysans se débrouillaient très bien, les paysans eux-mêmes, pardon, les paysans négociaient leurs propres produits, les vendaient sur les étals et les marchés à des acheteurs, donc là il ne le dit pas dans l'incitation, mais il le dit après, à des acheteurs parisiens, à des acheteurs genevois, donc qui viennent de très loin hein, par rapport au... Là on se place dans le Jura, Paris-Morez, ça fait beaucoup de kilomètres. Et même, certes, Genève est beaucoup plus proche que Paris, mais c'est toujours des distances très longues. Donc, ça permet de créer un paysan, un individu qui est forcément paysan, qui est artisan, mais qui est aussi responsable de la vente. Il contrôle l'ensemble du processus.
de production à la vente. Il est un maillon indispensable. En même temps, c'est un individu fort, mais ce n'est pas un individualiste étant donné que toute cette file de production se fait dans la collectivité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la mise à l'honneur du talent personnel, la mise à l'honneur de l'autonomie personnelle, la responsabilité, la mise en responsabilité de l'individu, et à la fois une collaboration étroite qui empêche l'individualisme. On ne peut pas être individualiste en montagne dans un système qui n'utilise pas le tourisme aujourd'hui, etc. Dans des dynamiques traditionnelles, on ne peut pas être individualiste en montagne. C'est impossible, parce qu'on meurt dans le ravin. Ensuite, et je vais bientôt terminer, vous inquiétez pas, euh, les conséquences donc de ce réseau qui existe en montagne, ça s'applique sur la noblesse. Parce que là, je parle depuis tout à l'heure de réseau villageois, etc. Mais mon but, en fait, c'est de vous expliquer pourquoi, si on veut reconstruire une société, entre guillemets, royaliste, il faudrait le faire en montagne parce que ça permettrait de développer tout ce qui s'est perdu, de réapprendre ce qui s'est perdu. En effet, la noblesse ne peut pas se corrompre. Parce que la corruption de la noblesse se fait, enfin, elle peut se corrompre évidemment, hein, mais elle peut pas se corrompre dans sa globalité, parce que la corruption de la noblesse dans sa globalité se fait par la ville. Hein. On a observé que la noblesse la plus corrompue, c'est la noblesse citadine, ou en tout cas la noblesse, vous pouvez me dire oui, mais ils habitaient dans les châteaux de la Loire, c'est pas la ville. Oui, mais la noblesse qui se concentre. Quand la noblesse se concentre et devient une cour qui n'est plus qui n'est plus en train de régler ses provinces, ses problèmes de province, qui bourdonne autour d'un seigneur, d'un monarque, d'un chef de tribu, elle devient corrompue parce qu'elle devient inutile. Donc là, on a une noblesse qui est très terre à terre, elle est obligée de l'être, qui a un rôle beaucoup plus militaire que dans d'autres régions, étant donné qu'elle va habiter en fait des places fortes et elle va gérer des places fortes, étant donné que les sujets qui les régentent, le noble, les sujets qui les régentent sont assez autonomes, ils n'ont pas besoin de marchands, ils n'ont pas besoin d'une administration extrêmement complexe. Et donc ces nobles vont occuper des activités donc militaires, comme je l'ai dit, et aussi beaucoup d'activités artisanales. C'est eux qui vont concentrer les activités de forge, par exemple. Et le réseau permet aussi, la non-polarisation permet aussi une dispersion de cette noblesse. Parce que on peut s'inquiéter quand on veut. Quand je parle beaucoup avec des gens qui sont pas royalistes et qui me disent oui, si on remet la noblesse, ok très bien, la noblesse quand elle reste dans son petit patelin elle est sympa, mais il peut avoir un noble trop fort et qui veut couper la tête du roi et qui veut conquérir Jérusalem et qui veut devenir un dictateur. Dans la montagne, c'est pas possible parce qu'il y a une dispersion de la noblesse. La noblesse est dispersée partout dans des régions, il n'y a pas de pôle qui permet donc de concentrer des activités. Les activités sont dispersées. Et en plus, les nobles, ils peuvent se faire la guerre en montagne. Ça existait, il y a des milliers d'exemples de tribus qui sont à la guerre en montagne. Mais ils peuvent pas s'annihiler parce qu'ils dépendent de l'autre, tout simplement. Ils dépendent des activités et de la prospérité de l'autre comté, de l'autre tribu, de l'autre confédération. Parce que les villages dépendent des activités des autres villages, parfois très loin dans la montagne. Et donc, ils sont obligés d'assurer la pérennité de leur patelin. Ils sont obligés aussi de s'assurer que la pérennité des autres patelins se fasse. Sinon, la leur n'est pas possible. Et enfin, point de détail, dernier point de détail qui va amener à la conclusion, la religion, parce que dans un système, pour moi, le retour d'un roi se fait avec la religion. Le système religieux dans les montagnes, il est très complexe et il est à double tranchant, et c'est là aussi où le noble va trancher. À la fois, il peut être refuge des hérésies, comme on l'a vu dans l'histoire, par exemple, de l'Afrique du Nord dans les périodes de Rome, du christianisme romain, et dans d'autres régions, bien évidemment. Donc, ça peut être un refuge des hérésies qui vont se loger dans les montagnes pour fuir les pouvoirs centraux. Mais ça va aussi être le moyen de développer des monastères. La plupart des monastères il y a des cas bien sûr qui contredisent, mais la plupart des monastères sont en montagne, que ce soit dans n'importe quelle religion d'ailleurs. Et ces monastères vont permettre une vivacité de la religion. La religion va être présente, on connaîtra, ah, il y a un monastère d'un tel, etc. Et ça va permettre aussi le développement d'une culture religieuse qui se tourne beaucoup autour du saint local. C'est-à-dire que les villages, ou en tout cas les communautés villageoises plutôt, ont chacun un saint local, c'est ce qui s'observe, ou chacun un saint local, ce qui permet une proximité entre le croyant et la croyance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une distanciation entre ce que je vis et ce qu'on me dit de croire. C'est-à-dire ce qu'on me dit de croire, je le vis à chaque instant. Déjà,
par le paysage tout simplement, parce que franchement, quand on voit des montagnes, on ne peut que se dire qu'il y a un créateur derrière tout ça, mais ça c'est un avis personnel, mais aussi donc par le développement de figures de saints, qui sont souvent des saints locaux, dont on connaît les familles, ou en tout cas dont on connaît la provenance en fait. Ce qui rassure le croyant de base de savoir que bah oui, le saint c'est pas un saint qu'on m'a envoyé de l'autre bout de la planète, il connaît ma culture, il est adapté à ma culture. Parce qu'il ne faut pas oublier le point le plus important, la culture montagnarde est une culture très résistante et très marquée. Donc elle a besoin de repères culturels qui lui sont très forts. Donc le noble doit trancher là-dedans parce qu'il doit empêcher le refuge des hérésies et il doit permettre par soit une action, soit un financement, le développement de ces monastères qui permettront ensuite le développement de tout ce que je t'ai dit, de tout ce que j'ai dit, pardon, de cette culture religieuse. Donc, la montagne contrat, en fait, à un mode de vie sain, utile, qui permet un socle social propice à un retour d'une véritable féodalité. Donc, un réseau villageois performant, qui permet un commerce florissant, une responsabilisation de l'individu, qui en même temps dépend d'une collectivité, une noblesse qui a peu tendance à se corrompre par l'embourgeoisement, qui est une de ses plus grosses stars, et qui est dispersée, ce qui lui permet donc de ne pas devenir surpuissante et qui ne peut pas trop faire la guerre non plus à 100% parce qu'il dépend. Et enfin, d'une religion qui, si elle est bien réglée, peut être très 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 vivante en fait, très vitalisante, et c'est pour ça notamment qu'on observe que c'est dans les zones de montagne qu'on a les plus forts croyants et les croyants les plus résistants. Et enfin, les villages étant isolés et devant s'entraider les uns les autres, reconstruire une société dans les montagnes permettra forcément, en tout cas je le pense, de développer des aptitudes à la corporation, premièrement, avec l'utilisation des saints par le développement des monastères et par le développement de la culture religieuse, de la croyance au sein beaucoup plus fort dans les montagnes, qui sera protégé par des nobles qui sont dispersés, qui ne peuvent pas se centraliser, où les individus de chaque corporation seront responsables des ventes, étant donné qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires, qui seront responsables de la production jusqu'à la vente, et qui pourront vendre très loin, étant donné qu'il y a une culture de la mobilité en montagne qui permet une projection très lointaine, avec l'utilisation de produits locaux, d'une énergie locale par les dénivelés d'eau qui permettent de développer un artisanat très fourni. La coutellerie s'est faite au marteau hydraulique hein, au milieu du XXe siècle. Et donc, qui permet, je le pense, de devenir un socle utile, un socle pertinent, un retour facile, en fait, d'une société qui permet d'accueillir un roi. Parce qu'avant de vouloir accueillir un roi de droit divin, il faut une société préparée. Sinon, c'est un dictateur de droit divin, une société préparée, une société qui réapprend ce qu'elle a perdu au long de plusieurs siècles de république et de modernité. Et donc, elle réapprend de manière simple par la montagne, elle réapprend ce qu'elle a perdu et elle réapprend tous les anciens réflexes qu'elle doit avoir afin d'accueillir un roi. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Une présentation qui est un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire, mais qui me permet à moi de développer un peu mon champ intellectuel. Alors, les sources, je vais vous les dire à l'oral, si vous les voulez. Donc, j'ai cité pas mal d'auteurs dans mon texte. Donc, on a Monsieur ou Madame Douman, donc qui a écrit Kabylie, économie ancienne ou traditionnelle, donc qui m'a permis d'avoir beaucoup de stats quand même, de statistiques et de nombres sur ce que j'ai écrit. Ensuite, on a Monsieur Guérin, Population et économie dans une moyenne montagne, l'exemple des Bauges. On a Madame Durand, donc géographe, elle, Montagne et artisanat d'une notion culturelle à une définition socio-économique. Et enfin, on a l'article 2 qui m'a inspiré ce sujet, d'un historien jurassien, je crois, qu'il est du pays de Jura, oui, Jean-Marc Olivier, Industrialisation rurale douce, un modèle montagnard.